de démarrer ce grand débat qui est un événement dont je n'ai pas compté le nombre d'éditions qu'il y a eu, mais ça fait un certain temps que ce grand débat existe. Ce qui est important et intéressant, deux choses, moi, qui me paraissent importantes, c'est que c'est co-organisé par trois structures qui vont se présenter juste après. Les trois structures étant le CIRPA, Agriculteurs de Bretagne, en collaboration avec l'équipe du SPACE. Et puis l'autre sujet, l'autre point qui me paraît intéressant, c'est la thématique qu'on a retenue cette année. J'y reviendrai juste après. Face aux attaques sur l'élevage, comment communiquer positivement ? Sous quelle forme ? Est-ce qu'il faut faire que de la communication positive ? Quel type d'action ? Voilà, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Je vais demander au CIRPA et Agriculteurs de Bretagne de venir sur scène présenter ces deux structures rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Anne, Mathieu ? Ouais. Alors, c'est pas la technique qui nous trahit, là, ce sont les présentateurs. Eh bien, madame, si vous voulez présenter Agriculteurs de Bretagne, voilà, Mathieu a délégué en live, pas de problème. Et Anne, si tu veux bien t'installer également et nous dire ce qu'est le CIRPA et madame, ce qu'est la structure Agriculteurs de Bretagne. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Yeltje Algira, je suis agricultrice à Plouisy dans le Côte d'Armor avec un élevage de vaches laitières et ça fait des années que je suis dans l'association Agriculteurs de Bretagne parce que c'est très important pour nous de communiquer positif avec le grand public de tout ce qui se passe dans nos fermes et donc, je suis intégrée dans cette association. Je fais partie du conseil d'administration et le bureau. Et aujourd'hui, c'est un grand débat aussi, un sujet très, très important, avec une intervention aussi d'un collègue, un compatriote de moi, parce que vu mon accent, vous savez bien que je ne suis pas française, mais néerlandaise. Donc, Caroline va intervenir tout à l'heure et ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, Anne, si tu veux bien présenter l'association CIRPA. Alors, l'association CIRPA est un syndicat. Pardon, et c'est un acronyme, il existe depuis 1898. Et c'est donc pour ça que c'est un syndicat. Mais il fonctionne comme un réseau et c'est ça qui est le plus important. C'est un réseau des communicants qui ont la spécificité à laquelle on tient beaucoup de travailler dans le monde agricole qui devient un écosystème agricole, alimentaire, environnemental qui est de plus en plus important. Et donc, nous sommes un réseau qui organisons des moments à la fois pour nous-mêmes, pour les adhérents, mais surtout on a vocation à être en partenariat avec d'autres structures, à créer des événements pour parler, pour faire avancer, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur sur la communication. On sait bien que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup à faire, donc on n'est pas trop d'être tous ensemble. Donc je me réjouis d'être ici. En vrai, l'année dernière, on a eu une édition digitale qui était super, que j'ai beaucoup aimée, mais j'étais toute seule dans la salle, donc c'était pas pareil. Donc je suis très contente. Je vous souhaite un bon débat et on pourra se reparler. Je vous reparlerai du CIRPA quand vous voulez. À bientôt alors. Et merci beaucoup. Merci débat. Mesdames. Donc là, vous avez vu les deux structures. Alors effectivement, l'an dernier, c'était une édition un peu surréaliste. On était au plateau télé, on devait être 10 sur la surface que vous voyez là. C'était une ambiance très particulière, mais un grand succès, puisqu'on a eu beaucoup de vues sur YouTube suite à cette édition. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à nos 4 invités de venir sur scène. Et vous pouvez enlever vos masques. Alors, je vais attendre qu'ils s'installent et je vais les présenter. Alors, voici nos invités. Alors, on va commencer par Dominique, Madame Gauthier. Dominique, éleveuse de porcs à Trévérec, dans les Côtes-d'Armor, sur la ferme baptisée Kermérien. Et donc, elle est associée à son mari Philippe et Yannick, son cousin. Ils ont 4 salariés. C'est un élevage de porcs depuis 3 générations. Et elle y tient. Elle me disait, Laurent, il faut dire que je suis depuis 3 générations. Donc, autant dire, elle n'est pas néo-rurale, quoi, si on veut dire les choses autrement. Et elle a un élevage de 600 truies, naisseurs-engraisseurs, et 16 000 porcelets par an.
et une surface d'à peu près 230 hectares. Et elle fabrique tous ces aliments. Et donc, elle participe également, elle nous en parlera tout à l'heure, à une opération qui est Tous à la ferme. Entre autres, elle fait d'autres choses, mais elle fait ça aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Caroline van der Plas, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais que vous allez voir via la vidéo, qui est une personne des Pays-Bas et qui est une ex-journaliste grand public, puis journaliste agricole, et qui a créé, vous allez le voir tout à l'heure, un parti politique qui s'appelle BBB. Je ne vous le prononcerai pas en hollandais, hein, ça ne sera pas nécessaire. En français, on pourrait dire que c'est un mouvement des agriculteurs et des citoyens. C'est un parti politique qui représente le secteur agricole. À ma gauche, François Arnoux, donc, qui est un agriculteur dans le sud Vendée, qui travaille dans les grandes cultures, et on a voulu avoir le point de vue de François, parce que même s'il n'est pas éleveur, vous allez voir qu'il y a quand même des points communs. Il est attaqué sur d'autres thématiques, et il nous expliquera comment il réagit face à ces attaques. Et il a aussi une spécialité dans son activité grande culture, il est producteur de semences. Donc plutôt au niveau technique, et il est également très présent sur les réseaux sociaux. Dominique l'étend également. Dernier invité, le plus jeune, Guillaume Divana, donc, qui est fils d'agriculteur dans le Finistère, et il est salarié de la ferme agricole avec, j'ai cru comprendre, la volonté de s'installer, de prendre la relève. Et puis, ils ont une activité à la fois porc et élevage laitier. Voilà nos invités, voilà le plateau de qualité. Et puis, une dernière personne, excusez-moi, Eddy Fougier. Toutes mes excuses. Donc, Eddy Fougier, que vous voyez peut-être, il est assez régulièrement dans les médias. Il est politologue, spécialiste des mouvements contestataires, et il est consultant qui maintenant fait un peu référence dans le secteur agricole et agroalimentaire sur ces thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà, excusez-moi Eddy. Attaquons sans tarder. Tout d'abord, peut-être, on parlait tout à l'heure d'il y a un an, on parle du contexte, le contexte sociétal, le contexte médiatique. Est-ce que ce contexte, finalement, il a évolué positivement ou négativement? Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut juste appuyer. Voilà. Moi, je pense avant le Covid, les gens avaient peut-être des points de vue un peu divers sur l'agriculture, plutôt mauvais, je dirais. On a bien vu pendant la période Covid qu'il y a eu un regain d'image pour l'agriculture et qui s'est un peu estompé après. Et après, c'est bien propre aux régions où on peut exploiter ou avoir des élevages. Donc, par exemple, je sais que dans mon cas, on est en zone bassin versant algues vertes. Donc, on sent qu'il y a toujours une pression assez forte et qui reste, malgré les nouveaux projets qui peuvent répondre aux attentes sociétales, et que peu importe ce qu'on veut faire, en allant de l'avant, en ayant des techniques nouvelles, les gens auront toujours un avis négatif. Mais je pense qu'on a moyen de continuer à s'installer. Merci Guillaume. Alors là, on a vu l'avis d'un éleveur. Peut-être François, est-ce que côté grande culture, c'est quoi le panorama finalement au mois de septembre 2021? Bonjour à tous. Ce qu'on a vu, c'est un petit peu ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'il y a eu toute une période où on a eu un bol d'air en fait. On s'est dit tiens, l'agriculture redevient considérée positive, les gens prennent conscience qu'ils mangent 3 fois par jour et qu'on est là derrière. Et malgré tout, force est de constater que ça a été une appréciation assez de courte durée, assez éphémère. Très vite, on est revenu dans des situations un petit peu plus compliquées. Malgré tout, quand on regarde quand même, c'est bénéfique. Ça a été bénéfique parce que les gens ont pris conscience qu'il y avait des agriculteurs à côté qui faisaient le travail le mieux possible. Il y a eu un développement de tout ce qui est circuit court. En tout cas, les gens sont allés plus vers les magasins locaux, les producteurs locaux. Et ça a quand même une tendance à rester. Donc, les attaques restent encore vraies, mais le comportement a quand même évolué. Et dans la tête des gens, on sent quand même que c'est quelque chose qui nous a quand même été positif. Et puis avant, on ne parlait pas vraiment de souveraineté alimentaire. C'est vrai. Et là, on s'est dit, en fait, on a des choses pas mal à côté de chez nous à manger. C'est peut-être, il faut regarder de plus près, et ça, on le perçoit encore. C'est vraiment quelque chose qui est
sur la place publique aujourd'hui de façon assez récurrente, cette souveraineté alimentaire. Et je pense que pour ça, c'est quand même quelque chose qui a été assez positif. Donc on voit les lignes bougent, hein, comme le dit François. Dominique, on s'était vu il y a un an, sur les actions positives que vous meniez. C'est quoi la différence entre avant le Covid et après pour vous? Les différences alors, comme vous le disiez mes prédécesseurs, c'est vrai que pendant le Covid, on a eu quand même une période un petit peu de relâchement où c'était quand même un peu plus positif. Ceci dit, ça reste toujours compliqué, mais bon, il ne faut pas perdre espoir parce que je pense qu'il faut qu'on continue à s'accrocher et à communiquer, à expliquer tout ce que l'on fait. Et pour moi, il faut vraiment pas perdre espoir. Ouais. Quoi, sur ce Mais ça s'est sujet. durci sur le plan médiatique, par exemple, parce que vous trouvez que ça... Ouais, il y a ça plus continue, de quoi. reportages à charge. Ouais, Enfin, c'est quoi votre ça- analyse? Moi, je trouve que ça continue quand même, Ouais. notamment sur les médias nationaux. On va en parler plus tard dans la matinée, mais on sent bien que c'est très dur de bouger les lignes, quoi. Les sujets reviennent toujours les mêmes. On a l'impression que l'agriculture n'évolue pas. Alors C'est l'image que qu'on renvoie. c'est l'image que nous, on ressent Oui, toujours oui. en tant qu'agriculteur. Hein. Là, on n'est peut-être pas vraiment objectif, mais on le ressent très Oui, c'est fort. Et alors qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place pour justement améliorer, faire tout ce qu'on nous demande. Quoi. Oui. Quoi, depuis 20 ans, mais il faut voir tout ce qu'on a mis en place. Et ce n'est pas relayé au niveau national. Après, sur des réseaux peut-être un peu plus locaux, il y a quand même des choses positives qui sont relayées, et heureusement, mais voilà, quoi, c'est une tendance lourde quand même. Alors, Eddy Fougier, vous qui avez un regard un petit peu avec de la hauteur, une vision plus large par rapport à ce qu'on vient de se dire, par rapport à une vision nationale, est-ce que finalement ça s'est durci? Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on perçoit? Parce que ce que vient de nous dire Dominique, c'est un peu comment les agriculteurs le reçoivent. Est-ce que c'est une réalité dans les faits, dans les chiffres? Alors, moi, je vous invite à déjà séparer deux choses. La première, c'est effectivement le bruit médiatique, c'est-à-dire effectivement l'influence d'un certain nombre de reportages, parce qu'il y a des reportages neutres, mais il y a un certain nombre de journalistes engagés, on les connaît, on ne va pas les citer ici, ou de l'influence d'associations sur ce bruit médiatique, de leaders d'opinion, de pétitions, etc. etc. Bon. Et puis, de l'autre côté, il y a, je dirais, le grand public. Et le grand public, lorsqu'on l'interroge de façon régulière dans les sondages, on l'a vu encore dernièrement avec un sondage publié par BVA, montre qu'il y a une confiance très largement majoritaire envers les agriculteurs. Donc il faut bien différencier le bruit médiatique de la société en tant que telle, et c'est ce que l'on perçoit sur d'autres sujets. Si on regarde le bruit médiatique, on a l'impression qu'on parle que du woke. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le reste de la société s'en fout royalement. Même chose pour l'antispécisme. Le grand public, ça lui passe au-dessus de la tête, l'antispécisme. Il continue à manger de la viande. En tant que tel, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur parce que quand on parle de Covid, en gros, on parle du premier confinement, quoi, mars, avril, mai 2020. Moi, je me méfie toujours des analyses à chaud pendant les crises. Rappelez-vous, avril 2020, tout le monde y est allé de sa plume pour penser le monde d'après. Bon, c'est un peu ridicule maintenant quand on regarde ce qui est... Donc, en gros, c'était tout ce que je veux pour le monde d'après. Mais on s'en fout totalement aussi. Donc, faisons attention lorsqu'on analyse les crises, parce qu'à chaud, effectivement... vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow. Tout le monde glisse vers le bas de la pyramide de Maslow. Tout le monde a peur de ne pas pouvoir se nourrir. Tout le monde se précipitait pour acheter des pâtes et du riz. Et puis, une fois qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problème, on s'y est un peu moins intéressé. Ce qu'on appelait les invisibles. Les agriculteurs faisaient partie un petit peu de cette... sont devenus à la mode, 15 jours. Et puis, rappelez-vous, 15 jours après la fin du confinement, on a arrêté d'applaudir les soignants à 20h. Et c'est la même chose un peu pour les agriculteurs. Le petit côté, parce qu'il y a eu deux tendances pendant cette crise, à ce moment-là, c'était les circuits courts. Oui, mais enfin, les grands gagnants
c'est la grande distribution, les grands gagnants. Hein. Ce n'est pas les petits commerçants ou les circuits courts. Ça existait avant, ça existe aujourd'hui, mais ça n'a pas nécessairement explosé en tant que tel. Au mois de septembre, on en avait déjà un peu, on en parlait un peu moins. Et puis l'autre aspect, c'est que tout le monde voulait s'installer à la campagne. Bon, là aussi, on en est un peu revenu. Donc, méfions-nous un petit peu des analyses à chaud pendant les crises. En revanche, et c'est le troisième point, et je ne vais pas prendre trop la parole, mais comme cela a été dit, on a basculé de l'ère de l'agribashing à l'ère de la souveraineté alimentaire, pour aller vite. Pour l'instant, je pense que ça ne va pas être durable, mais effectivement, on n'est plus tout à fait sur le même ordre de grandeur. Les débats, je dirais le cadre général du débat, parce qu'à la période de l'agribashing, c'était bio versus conventionnel. Aujourd'hui, on est dans un autre cadre, même si il y a toujours ces débats entre le bio et le conventionnel ou entre viande, pas viande. Mais je dirais, il y a un certain nombre d'évolutions dans un sens ou dans un autre, mais il n'y a ni plus ni moins de changement de mon point de vue. D'accord. Donc attention à l'écart finalement entre la surmédiatisation par rapport à ce qu'on appelle la part de voix, puis la réalité, ce que vous dites, dans les faits, ça représente une petite minorité, et dans son ensemble, la société française, finalement, a un point de vue un peu différent. Alors là, voilà, on a planté le décor, on a défini le contexte. Ce qu'on voudrait vous montrer maintenant, c'est 3 types d'actions dont certaines personnes ont été victimes, dont 2 sur le plateau. Donc on va lancer une vidéo qui va expliquer ce qui s'est passé dans l'exploitation agricole de Guillaume Divana et de son père. Un matin, en me rendant sur l'élevage familial, j'ai découvert que des tags avaient été réalisés sur les murs de notre exploitation. Des tags à l'encontre de l'agriculture et qui ont beaucoup peiné notre famille et moi-même. J'ai d'ailleurs lâché quelques larmes de colère et de tristesse. Avec mon père, Jean-Alain, on a rapidement pris la décision d'effacer ces tags le plus vite possible. Et au fur et à mesure, les semaines passant, on s'est rendu compte qu'on gardait l'image en tête des murs souillés par ces inscriptions. On s'est dit qu'on pourrait les peindre. On a vite fait la rencontre d'Éole, un peintre rennais, qui a accepté de venir peindre notre mur. Les agriculteurs, eux, ils travaillent pour nous nourrir. On ne crache pas sur la main qui nous nourrit. L'idée, c'était de faire une fresque positive avec un slogan qui est « Nourrir notre humanité ». Voilà le témoignage de ce qui s'est passé sur l'exploitation de la famille Divana. Marc, la slide d'après, s'il te plaît. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Pardon, merci, excuse-moi. Donc on vient de voir un exemple, une intrusion, une réaction finalement, vous l'avez vu, à base de fresques donc sur ce mur qui avait été souillé. Ce que vous disiez aussi, quand on préparait cette conférence, Guillaume, c'est aussi un peu le traumatisme, le questionnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Est-ce qu'ils se sont baladés sur l'exploitation? Finalement, au-delà de ce qu'on a vu, ça vous a un petit peu inquiété? Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Oui, donc ces tags ont été faits donc, pendant la nuit, découverts au matin. Donc la découverte était assez glauque parce qu'il faisait sombre. Donc c'est vrai que quand on voit des choses, des inscriptions comme ça, au début on voit pas. Je suis passé devant sans voir ce qui était vraiment écrit. Quand je suis revenu et que j'ai vu les inscriptions, c'est vrai que c'est assez marquant parce que quand on voit des choses de la sorte, ça fait jamais plaisir. Donc là, c'est vrai qu'un gros coup d'émotion.
Et on se sent vraiment à nu, attaqué, on a été violé. Et on se demande qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qu'ils ont vu sur l'exploitation. C'est vraiment inquiétant. Et on n'a pas forcément de système de sécurité sur l'exploitation. Donc, ils étaient libres, entre guillemets, de faire ce qu'ils voulaient. Et on se demandait, est-ce qu'on s'est fait voler des choses ou est-ce que dans quelques semaines, on ne va pas retrouver d'autres vidéos ou images sur les réseaux, quoi. Donc voilà un premier exemple, celui de l'exploitation de la famille d'Ivana. Ce que je vous propose, c'est de lancer une deuxième vidéo où vous allez voir ce qui s'est passé sur l'exploitation de Dominique Gauthier. On a accepté de recevoir l'équipe de France Télévisions sur notre ferme pendant 4 jours. Nous les avons également accueillis dans notre maison pour le déjeuner. On a pris le temps de discuter avec eux de manière à ce qu'ils comprennent la complexité de nos métiers. Sur 4 jours de tournage chez nous, ils n'ont gardé que quelques minutes sur lesquelles ils ne parlent que de pollution et de départ de nos animaux vers les abattoirs. Pas un seul mot sur les progrès accomplis dont nous avons si longuement parlé avec eux et qui rendent nos métiers tellement passionnants. Arrêtez de nous victimiser. Nous avons toujours répondu présent aux demandes de progrès des Français. À défaut de pouvoir exister à vos yeux en tant qu'agriculteurs, nous continuerons à dialoguer avec les consommateurs qui, eux, nous accordent leur confiance. Ça, c'est dit. Mais merci Dominique pour ce témoignage. Votre réaction à chaud, en fait, c'était quoi? Vous avez été abattu? Comment on passe de ce qui s'est passé et puis après à la réaction via cette vidéo? Par quel état êtes-vous passé? Ouais. J'ai un peu d'émotion encore en voyant tout ça. Là. Ouais. J'étais... je l'ai bien dit là, dans la petite vidéo, on y a cru à ce reportage-là. Franchement, on y a cru. La journaliste, quand elle nous a contactés, avant de s'engager, on s'était quand même renseigné un petit peu sur ce qu'elle avait fait avant. Bon, a priori, il n'y avait pas de problème. C'était France 5, Le Monde en face. On se dit, bon, voilà, c'est quand même des gens qui sont assez objectifs, quoi. Bon, allez, on y va. Et puis, voilà, on y a vraiment cru, on y a mis tout notre cœur, on a tout expliqué. Et puis, on a vraiment eu une relation avec la journaliste, mais de toute transparence, en grande confiance, quoi. Nous, on est comme ça, les agriculteurs, on joue franc jeu, et puis voilà, on a ouvert nos portes, on les ouvre. Et pour avoir longuement discuté avec elle, parce que évidemment, vous pensez bien qu'on craignait un petit peu quand même que ça soit mal interprété, toutes ces vues qui puissent être prises dans un élevage de porcs de 600 truies. Pour lui avoir dit, on espère que tu vas vraiment respecter toutes les informations qu'on t'a données, qu'on va pas être le vilain petit canard au milieu d'un reportage qu'on imaginait, voilà. Et elle m'en a assuré, quoi. Et puis, quoi, de se sentir pas respecté, qu'on puisse ressortir en fait, on s'est retrouvé au milieu d'un reportage sur les algues vertes, alors qu'elle nous avait annoncé un reportage sur l'évolution de l'agriculture en Bretagne. Vous voyez le delta entre les deux sujets. L'évolution de l'agriculture en Bretagne, nous, ça nous parlait complètement. Comme on le disait dans la présentation, moi, je suis la 3e génération sur notre ferme.
On a toute une histoire, vraiment, on représente l'histoire de l'agriculture en Bretagne, mais je trouve voilà, de manière vraiment réelle, quoi. Et qu'elle nous fasse ça, quoi, de nous mettre au milieu des algues vertes, mais quoi, on est abasourdis, vraiment. Et ouais, sur le coup, ça a été... alors, on n'a pas été touchés personnellement, parce que la partie dans laquelle on nous voit dans le reportage, voilà, c'est pris tout seul, ça passe à peu près. Mais c'est tout ce qui est dit autour, quoi. Tous les raccourcis qui sont faits, quoi, c'est abominable, quoi. Merci Dominique, c'est vrai qu'on sent encore l'émotion. Après, on va rebondir, on va passer. Alors, là, on est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Troisième témoignage, celui de Caroline van der Plas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va nous expliquer le contexte aux Pays-Bas. Comment la société hollandaise, finalement, quelle image elle a de l'agriculture et de l'activité d'élevage. Et au travers d'une petite vidéo, elle va nous expliquer finalement la naissance, la genèse de son parti politique. Pourquoi elle a voulu créer un parti politique? Oui. Je m'appelle Caroline van der Plas, j'ai 54 ans. Je vis dans la ville de Deventer, dans l'est de la Hollande, et je suis la dirigeante du parti BBB, qui signifie Boer-Burger-Beweging, c'est-à-dire Mouvement des agriculteurs et des citoyens. Quel est votre parcours professionnel? J'ai toujours été journaliste. Au début pour des journaux, juste pour des journaux normaux. Plus tard pour des magazines agricoles. Aux Pays-Bas, quels sont les principaux défis à relever? Les principaux défis de l'agriculture sont bien sûr les nitrates, le bien-être animal et la biodiversité. Ce sont les principaux défis du moment. Comment l'opposition à l'élevage a-t-elle évolué depuis que vous avez commencé à l'observer? Je pense que le fait marquant, c'est l'intrusion dans un élevage de porcs en mai 2019 de mémoire. L'organisation Meet the Victims a pénétré dans un élevage de porcs et y est restée pendant environ 10 heures. C'était la première fois en Hollande que c'était aussi agressif, l'activisme. Je l'ai déjà dit pendant des années et des années, faites attention, parce que ça va être de pire en pire. Et nous n'avons pas de réponse à cela. Et finalement, à la même période, j'étais occupée à lancer mon parti politique. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire. Nous devons faire quelque chose. Quelle était l'opinion publique à ce sujet? Est-ce que l'opinion s'est rangée du côté des éleveurs? Oui, c'est une bonne chose, car en Hollande, ils ont finalement dit quelque chose à ce sujet. Ces dernières années, on aurait pu penser que la société était aussi contre les agriculteurs. Mais à ce moment-là, les gens ont dit « C'est ridicule qu'ils fassent ça. Et pourquoi nos agriculteurs doivent-ils partir ?» C'était un grand soutien pour les agriculteurs. Ils ont aussi vu que les gens n'aimaient pas non plus ces actions agressives. Pour moi, c'est un point fort. La société n'est donc pas contre les agriculteurs. Non, c'est environ 2 ou 3%, je pense. Mais ils ont beaucoup d'influence. Bien qu'ils ne soient qu'un petit groupe de personnes, ils attirent beaucoup l'attention des médias et ils sont toujours là. Il y a des campagnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 contre les agriculteurs, ce qui donne l'impression que toute la société est contre eux.
Mais quand vous faites des études d'opinion et quand vous demandez aux gens directement, ils disent « Non, nous voulons garder nos agriculteurs. Nous aimons nos agriculteurs. » C'est donc un peu étrange qu'ils aient autant d'influence dans les médias sur la politique et les lois. Donc vous voyez donc ce témoignage qui nous vient des Pays-Bas, qui finalement fait écho avec des choses qu'on a vues, une intrusion, qui finalement est l'élément un peu déclencheur. Hein. Ce que nous a dit Eddy Fougier, finalement un petit pourcentage d'activistes, mais qui ont une grande part de voix médiatique, et effectivement une des caractéristiques qu'on retrouve, qui est des actions, hein, du travail, 24/24, 7 jours sur 7, par rapport à une conviction personnelle qui fait que ça leur donne finalement une visibilité qui est sans proportion avec ce qu'ils représentent réellement dans la société. Et effectivement, soutien de l'opinion de ce fait, mais on l'a vu tout à l'heure, une partie de l'opinion seulement qui adhère à leurs idées, et la grande majorité qui finalement est en faveur de l'élevage et des éleveurs. Alors ce qui est important, enfin, ce qui nous paraissait intéressant aussi, c'était de vous demander, est-ce que c'est efficace finalement des actions violentes? François, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on voit, alors vous avez compris, violence qui peut être verbale, à l'écrit, des intrusions, hein, c'est de ça dont on parle. Est-ce que pour vous c'est efficace? Je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites à ce sujet-là, par rapport à ce qui vient d'être dit, Eddy l'a rappelé. Bon, ça fait le buzz, c'est sûr. Ça fait beaucoup de buzz parce qu'il y a les médias qui retranscrivent et qui laissent beaucoup de temps de parole à ces actions excessives. Mais bon, quand on regarde tous ces sondages, tous ces regards que la société peut avoir sur l'agriculture, on ne ressent pas que ce soit efficace. Et je pense que ces excès, les gens sont quand même sensibles, ça a été dit, hein, de rentrer dans des propriétés privées. Je pense que ça a plutôt un effet négatif au regard des gens, plutôt que dire bah, ils ont eu raison, ils ont été voir. Bon, voilà. Bon, évidemment qu'il y a des gens qui adhèrent à ce genre de pratique parce qu'ils ont l'impression de découvrir quelque chose. Et voilà, mais bon, souvent c'est en plus excessif, des exceptions. Bon, moi je trouve que c'est contre-productif sur le moyen terme et sur le long terme. Bon, on se bat tous, Dominique l'a bien rappelé, on l'a bien senti dans ses propos, c'est que, évidemment, ces grands médias nationaux, bah, c'est ce qui est retranscrit à longueur de journée, donc ça nous fait du mal. Et puis, on a l'impression d'être David contre Goliath. Malgré tout, comme l'a aussi dit Eddy, c'est pas non plus... il faut bien distinguer ces deux genres de communication. Hein, et bon, voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que... je le compare par exemple avec les manifestations du samedi là, en ce moment au niveau de l'anti-vaccin et du pass sanitaire. Alors les médias, certains médias passent la semaine à dire alors combien ils vont être samedi, bon ok. Et en fin de compte, alors ils étaient 200 000 le samedi d'avant, puis là ben, ils sont plus que 160. Bon, alors donc ça veut, et puis maintenant 120 ou je sais pas combien. Ça veut quand même dire qu'on en fait un buzz toute une semaine pour quelque chose qui est plutôt en train de baisser. Il n'y a pas une adhésion majeure. Enfin, donc, on se dit à quoi ça sert tout ça, alors que ça ne reflète pas l'opinion, ça ne reflète pas grand-chose au final. On ne peut pas l'ignorer, évidemment, mais ça ne représente pas grand-chose. Pourquoi accorder autant de temps à ce genre d'action? Et je pense qu'on peut faire le comparatif avec ces excès qu'il peut y avoir dans nos exploitations. Tant que ça explose pas derrière, que ça entraîne pas une vague pour se dire ben là c'est inquiétant, remettons un peu les choses à leur place et ne dramatisons pas. Par contre, il en reste pas moins que c'est dur à vivre et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on essaye de se battre contre tout ça. Mais bon, tant que c'est pas plus énorme que ça et que c'est pas encore une fois suivi par la société,
ça veut dire quelque part que c'est inaudible, quoi. Ça reste des groupuscules et bon, il y a des extrémistes. Alors, ok, bon, ils sont là, et puis voilà. Et de toute façon, nos actions, elles vont plutôt vers le citoyen lambda, donc tout le gros pourcentage en disant bon, ben, et plus modéré. Discutons, voilà. Oui, et beaucoup plus modéré, qui a plutôt même un regard positif vis-à-vis de nous, mais qui a besoin de savoir. Et donc là, c'est évidemment qu'il faut aller vers eux et expliquer. Donc je ne pense pas que ce soit efficace. Merci François. Guillaume, vous en pensez quoi? C'est utile? Non, moi je suis de l'avis de François et mes propos rejoignent un peu les siens. Je pense que des actions aussi violentes ou aussi extrêmes, ça dessert complètement leur cause parce que les gens se rendent compte qu'ils sont vraiment dans du radicalisme et de l'extrémisme. Pour faire des comparaisons à de l'élevage, à l'Holocauste ou des choses comme ça, c'est complètement déplacé et ignoble et ils vont beaucoup trop loin. Et c'est vrai que les gens qui peuvent défendre la cause ou qui peuvent vouloir plus de bien-être animal ne se retrouvent plus dans leurs propos et n'adhèrent plus forcément à leur cause. Eddy, François, si vous voulez. Ouais. Oui, et puis bon, sur certains mouvements, je pense qu'à la limite, leur comportement nous sert quelque part parce que j'ai en tête quelques personnes qui vont sur les plateaux de télé et qui crient très fort, quoi. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles, on le sait bien. Donc ils crient, ils pètent les plombs là en direct. Bon, quelque part, on n'est pas dupe, quoi. À un moment donné, ça veut dire que ces gens-là, ils crient, mais donc encore une fois, c'est inaudible. Et je pense pas que ça serve à grand chose, en fait. D'accord. Donc il faut il faut raison garder et ne pas parler trop fort. Eddy, quelle est votre vision, vous, sur l'efficacité de ces actions violentes, de ces mouvements? On parlait d'activistes, de groupuscules, c'est des mots qui ont été exprimés. Quelle est l'efficacité de ce type d'action, selon vous? On va prendre avec beaucoup de précaution le terme efficacité. Je dirais, dans un premier temps, c'est efficace pour passer à la télé. Ça fait une vingtaine d'années que j'étudie les mouvements protestataires, des altermondialistes jusqu'aux zadistes, etc. Et si je suis appelé par BFM, je me dis il y a eu de la casse. Par exemple, j'étudie les décroissants, mais décroissants, ça ne casse pas un décroissant. Ça vit dans une yourte avec des toilettes sèches. Ça peut faire des reportages rigolos, mais ça ne passe pas sur BFM. Ce qui passe sur BFM, c'est quand ça casse. Donc, dans un premier temps, effectivement, ça permet de passer à la télé. Et puis après, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Après, effectivement, ça décrédibilise totalement ces mouvements, a fortiori en ce qui concerne les antispécistes, qui n'ont jamais été crédibles, les antispécistes. Alors, ce n'est pas la même chose que le 214. Oui, alors peut-être, juste pour la précision. Non, mais les antispécistes, donc c'est... Donc, ceux qui commettent des actions, alors c'était soit des tags ou des vitrines brisées de boucheries ou de tout ce qui a trait Donc là, on n'est pas dans le bien-être animal, on est des gens qui sont contre l'élevage. Oui. Quand on parle d'antispécistes, que le débat soit bien planté. Tout ce qui a trait à la production de viande en amont et en aval, et puis jusqu'aux intrusions. Et effectivement, je dirais le seul moyen pour ces gens-là de faire connaître leur cause, c'est de commettre ces actions. Parce que sinon, médiatiquement, ils ne cherchent même pas à avoir un soutien de l'opinion publique. Et d'ailleurs, au passage, les groupes, François y faisait référence, les groupes les plus violents qui étaient Boucherie Abolition, pour ne pas les citer, et puis 269 Libération Animale, c'est plus rien. Parce que, et là c'est plutôt la bonne nouvelle, il y a des choses qui marchent. Et les choses qui marchent, c'est toujours simple. On tape fort d'un point de vue judiciaire, vous avez des peines de prison ferme. On tape fort aussi d'un point de vue monétaire. Et là, effectivement, quand on touche au portefeuille, c'est compliqué. Et puis, vous avez la cellule Déméter qui en a rajouté une couche. Donc, tout ça fait que ces mouvements ont été largement démobilisés. Il n'empêche qu'à titre individuel, il peut y avoir des initiatives, comme ça a été le cas chez Guillaume. Mais effectivement, on sait comment répondre d'un point de vue judiciaire à ces mouvements. Et en termes d'image, et je terminerai, effectivement, ces mouvements utilisent la violence en montrant des images violentes.
en disant que les animaux font l'objet de violence. À Auschwitz, ça fait référence à de la violence. Les propos sont outranciers, parce qu'à Auschwitz, ça vous a choqué, mais regardez ce qu'écrit Boucherie Abolition. Je vois Christiane qui est là, elle sait très bien ce qu'écrit Boucherie Abolition. Le niveau, c'est génocide. On part de la base, c'est génocide, et après on discute, quoi. Les éleveurs sont des capots, etc. C'est d'une violence extrême, soi-disant pour montrer la violence que subissent les animaux, et puis il y a la violence aussi des modes opératoires, et puis il y a la violence aussi de leur vision des choses, c'est-à-dire on abolit, on ne discute pas, on abolit. D'ailleurs, sur Twitter, lorsqu'on a annoncé cette réunion, il y a un militant qui a dit il suffit d'abolir l'élevage, et puis voilà, on résout tout. Pourquoi faire un gros débat, quoi. Voilà. Et donc, tout ceci, bien évidemment, est inacceptable aux yeux de 99% de la population. Donc, dans un premier temps, le spectacle médiatique aime bien ça casse, et puis l'opinion ne suit pas du tout. Alors après, L214, c'est autre chose. L214, c'est autre chose. Mais pour les éléments les plus radicaux, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un gars à un moment donné qui pète les plombs, parce qu'il y a des actions aujourd'hui qui sont menées pas uniquement par des animalistes, mais aussi par des ultra-gauches qui se découvrent une nouvelle cause. Et par exemple, ce qui s'est passé dans l'abattoir de l'Ain il y a 2 ou 3 ans, effectivement, c'était plus des ultra-gauches que des animalistes au sens strict. Merci Eddy. Alors là, on voit donc finalement qu'il y a une efficacité toute relative dans ce qu'on a entendu là dans ces témoignages. Ce que j'ai trouvé intéressant, et on va revoir une vidéo de Caroline van der Plas, c'est d'aller explorer la voie politique, ce qui est quelque chose qui n'a pas été fait, en tout cas sous forme d'un parti. Et Caroline va nous expliquer dans quelques instants donc la création de ce parti et pourquoi elle a jugé nécessaire de créer un parti, donc le mouvement des agriculteurs et des citoyens. Quelle est la vision de votre parti politique, Mouvement des agriculteurs et citoyens? Notre vision est de connecter les agriculteurs et les citoyens, et en particulier les habitants des zones rurales, parce qu'ils vivent parmi les agriculteurs, ils voient les agriculteurs tous les jours, ils vivent avec les agriculteurs tous les jours. Beaucoup de gens travaillent, non seulement dans les fermes, mais aussi dans toutes sortes d'entreprises agricoles. Notre vision est donc de nous opposer ensemble au mouvement anti-agriculteur, et que nous obtenions notre propre influence, et que nous fassions aussi campagne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous voyez dans les zones rurales, comme ici, les gens qui vivent ici, ils aiment leurs agriculteurs. Nous sommes dans le Brabant. Maintenant, il y a une forte densité de fermes, surtout des élevages porcins. Et à propos du Brabant, on dit toujours dans les médias qu'il y a trop d'animaux ici. Mais quand on parle aux gens d'ici, ils disent non. Vous avez fait carrière dans le journalisme. Quand avez-vous décidé de vous lancer dans la politique? Dès mon plus jeune âge, quand j'étais une petite fille, j'ai toujours dit qu'un jour je serais une femme politique. D'abord, je travaillerai comme journaliste, comme un travail normal. Et quand mes enfants seront grands, je choisirai la politique. Mais au début, je pensais rejoindre l'un des partis existants. Mais les partis qui existent ne s'intéressent plus à l'agriculture. Et comme j'étais journaliste agricole, je voulais me concentrer sur l'agriculture. C'est pourquoi j'ai créé mon propre parti. Vous semblez subir de nombreuses agressions, des réactions négatives. Je m'en fiche. Elle aussi, elle s'en fiche. Les agriculteurs et les animaux doivent être extrêmement heureux avec vous. Pour les opposants dans d'autres pays, cela peut sembler étrange d'avoir un parti des éleveurs. Y a-t-il un parti des animaux aux Pays-Bas?
Oui, il y a un parti pour les animaux en Hollande, depuis plus de 10 ans, je crois. Ils ont commencé avec un siège au Parlement, puis 2, puis 3 ou 5, je crois. Ils ont 6 sièges maintenant, et dans les sondages, ils prédisent 8 sièges au Parlement. Uniquement au Parlement ou également dans la politique locale? Aussi, oui. Pas dans toutes les villes, mais ils sont présents dans de nombreuses villes. Et au Parlement européen. Donc voilà l'exemple de la création d'un parti politique, mouvement des agriculteurs et des citoyens. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des députés qui sont agriculteurs ou agricultrices, mais en petit nombre. Là, c'est vraiment la création d'un parti qui est propre. Dominique, vous y croyez, vous, aux politiques, à la création d'un parti politique des agriculteurs? Bon, moi, naturellement, je ne suis pas trop versée dans la politique. Après, je pense que c'est important qu'on s'y mette tous par tous les moyens qu'on a, que ce soit politique, qu'on travaille localement auprès de son voisinage, qu'on fasse de la communication positive par les réseaux sociaux, qu'on utilise tous les moyens qu'on a à notre disposition pour pouvoir communiquer avec le citoyen, le consommateur, le grand public et continuer à expliquer comment on travaille et aussi écouter ce que le consommateur, le citoyen attend de nous aussi, parce que on se doit aussi de s'adapter et on l'a toujours fait. On se doit de s'adapter à l'attente de la société. Ça, c'est hyper important qu'on soit à l'écoute. Mais je pense que tous les moyens sont nécessaires et indispensables. Il n'y a pas une seule solution pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Donc c'est une somme d'actions. François, vous en pensez quoi? Il faut créer un parti, il faut travailler en proximité avec les députés. Enfin, elle ne nous a pas dit qu'elle voulait être députée ou présidente, si Dominique, non, c'est pas prévu. Moi non plus. Donc voilà, c'est 2 scoops aujourd'hui. Donc, non, par contre, je pense que et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à discuter aussi avec les politiques. Alors évidemment, de toute façon, on va le redire toute la matinée, c'est une multitude d'actions auprès de tous les horizons. Malgré tout, quand on voit ce qui est décidé par nos dirigeants, il me semble que c'est quand même important de leur faire passer des messages. Et moi, je prends pas mal de temps pour aller vers ces gens-là. Et en plus, je trouve qu'on a une bonne réaction de la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont envie de savoir, comme beaucoup de citoyens aujourd'hui. Donc d'avoir des échanges avec ces politiques, je pense que c'est quand même une action, des actions à mener, parmi d'autres, on est bien d'accord, mais c'est quand même important. Bon, moi j'ai plusieurs exemples. Par exemple, la journée nationale de l'agriculture qui normalement doit être inscrite dans le calendrier à partir de l'année prochaine. Moi, il y a eu une première édition cette année, mais dans le cadre d'Agri Demain où je suis ambassadeur, je suis allé voir mon sénateur Mandeli en Vendée. On a passé une bonne heure ensemble, j'ai discuté du projet. Bon. Évidemment, il a plein d'autres sujets à regarder, à écouter. Et puis, 2 ou 3 mois après, il me rappelle, il me dit, tu sais, il y a 160 et quelques députés aujourd'hui, sénateurs, qui ont suivi, et vous allez avoir la journée nationale. Je n'étais pas tout le seul, je veux dire, à avoir... mais bon, donc ça veut dire que quelque part, et c'est lui d'ailleurs qui a porté le sujet, je me dis, tiens, cette heure-ci que j'ai passée avec le sénateur, ça n'a pas été du temps de perdu, même si je n'avais pas eu l'impression forcément qu'il m'écoutait, il doit avoir d'autres préoccupations ce jour-là. Mais bon, quelque part, ça va nous aider quelque part à communiquer, ça sera construit comme les journées du patrimoine, donc ça a des retombées. Et puis pareil, mon député de la circonscription, au début... donc c'est un des plus jeunes, je crois, de l'Assemblée. Au départ, on voyait qu'il était un petit peu à côté de la plaque. Il venait d'un milieu où il connaissait vraiment pas l'agriculture. Et puis, petit à petit, on a tissé des liens, on a fait plusieurs rendez-vous ensemble. Et puis, il y a eu une volonté très forte de comprendre de plus en plus. On se comprenait, enfin, on s'écoutait en tout cas. Et puis,
force est de constater que quelque part, il a aussi, jusqu'auprès du gouvernement, porté quelques dossiers. Avec des résultats ou pas, mais en tout cas, on sent qu'il a fait son job. Et tout ça, c'était suite à des discussions, un climat de confiance. Et je trouve que de toute façon, quelque part, à un moment donné, les décisions viennent d'en haut. On dit qu'on ne les comprend pas, mais il faut aussi leur expliquer avant que les décisions se prennent. Donc je pense que tous ces échanges sont importants. Et puis, je pense qu'on a aussi la chance en ce moment, je ne suis pas dupe non plus, mais d'avoir un ministre qui a envie d'écouter et qui remet aussi les choses à leur place. Donc, plus ça remonte du terrain de la part de ses collègues députés, plus il doit avoir le ressenti du terrain. Et je trouve que ça, c'est quand même positif. Alors après, à la question faire un parti... je sais pas, pourquoi pas. Vous n'y pensez pas le matin en vous rasant, quoi? Non, alors ça, je n'y pense pas le matin en me rasant. Donc on verra peut-être un peu plus tard. Donc là, on voit finalement, c'est une piste à explorer. On l'a vu avec François en proximité, avec un résultat. Enfin, en tout cas, tu l'as dit, c'était pas tout seul, mais collectivement, vous avez fait remonter des messages. La voie judiciaire, elle a été évoquée tout à l'heure. Eddy, est-ce que ça marche, la voie judiciaire? Et Guillaume, après, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Enfin, en tout cas, peut-être un lien avec ce qui s'est passé chez vous. Eddy, est-ce que la voie judiciaire marche? Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais il est évident que la répression qui peut être faite à la fois par les gendarmeries, c'est principalement à l'échelle des gendarmeries, les préfectures locales et par le juge, c'est la voie qui a été suivie à partir de l'exemple de la Drôme. Je suis de la Drôme, c'est pour ça. C'est là que les cellules d'émetteurs ont commencé. Le préfet a annoncé ça dans une ferme qui avait fait l'objet d'une intrusion, justement, où ils ont découvert qu'il y avait une intrusion en regardant les vidéos sur le net. Ils n'avaient même pas vu qu'il y avait une intrusion. Bon. Et en l'occurrence, ça a l'air de fonctionner, en tout cas par rapport au groupe qui sont constitués, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Boucherie Abolition, parce qu'à part passer chez Hanouna, mais on les voit plus sur le terrain, et 269 Libération Animale, ils ne font plus d'action en France. Ils sont allés en Suisse, en Belgique ou autre, mais ils ne font plus d'action en France parce que c'est très très compliqué, c'est tout de suite prison, grosse amende, donc ça fonctionne. Il est évident qu'aujourd'hui, la question animale est devenue une question politique. C'est porté par les associations. Il y a un parti, le parti animaliste, alors qui est assez intéressant quand on regarde les résultats électoraux. Ça ne marche pas du tout dans les zones d'élevage, par exemple. On est bien placé ici. Ça marche plutôt dans les zones pavillonnaires, donc c'est plutôt les chiens et les chats que les vaches et les moutons qui concernent le parti animaliste, et ça ressemble aussi plus à l'électorat RN qu'à l'électorat Europe Écologie. Au passage. Mais il est évident que cette question va être importante puisque la dirigeante du parti animaliste va se présenter à la présidentielle. Donc il y aura... la question du référendum porté par Hugo Clément, on ne va pas aller jusqu'au bout, vraisemblablement, mais en tout cas, ça sera à l'agenda de la présidentielle. On va en parler d'une manière ou d'une autre. Alors, faut-il répondre par la création d'un parti? Ça, je n'en sais rien. Vu la popularité des partis, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen de reprendre un peu le flambeau. En revanche, effectivement, les actions, ce que disait François, c'est les actions classiques de lobbying, et ça fonctionne. Parce que entre nous, on est entre nous là. Avec la caméra. Une des grandes difficultés du monde agricole, c'est que la droite n'est plus au pouvoir. Avant, on appelait Chirac, ça allait. Et effectivement, la gauche au pouvoir, et puis un nouveau courant au pouvoir qu'on a eu du mal à comprendre, c'est ça aussi qui a perturbé le monde agricole. Si la droite avait été au pouvoir, il n'y aurait peut-être pas eu d'agribashing, ça c'est certain. Alors il ne faut pas le dire publiquement, mais il y a cette dimension-là. Donc tout ça fait que créer un parti, c'est peut-être pas l'idée qui viendra en premier dans la façon de répondre aux attaques ou aux critiques. D'accord. Merci beaucoup. Guillaume, le judiciaire, est-ce que c'est une voie que vous avez explorée? Oui, donc nous, déjà, on était assez convaincus par la cellule d'émetteurs. Donc tout de suite, le jour même de la découverte des tags,
On ne s'est même pas posé la question, on allait porter plainte. On a surtout porté plainte, enfin on ne va pas dire qu'on ne croyait pas en notre plainte, mais on a porté plainte pour la forme, pour que cette intrusion soit comptée et comptabilisée. Et donc on n'y attendait pas forcément beaucoup plus de choses. Et donc c'est 8-10 mois après, nous on n'avait pas presque oublié, mais on a reçu un coup de fil de la gendarmerie pour nous dire que l'enquête avait avancé et que il y a eu des suites à l'enquête et des arrestations avaient été faites. Donc on s'y attendait pas, on était vraiment contents parce que ça prouve que la gendarmerie fait son travail aussi et qu'ils sont impliqués et qu'ils veulent s'impliquer et que ça marche et qu'on pourra retrouver les gens et peut-être arrêter d'avoir ce genre d'attaque un jour, quoi. Merci Guillaume. Donc ce n'est pas resté sans suite, ce qui est un très bon message qui confirme par votre exemple ce que vient de me dire Eddy Fougier. Alors l'an dernier, on avait passé pas mal de temps sur tout ce qui était les actions de proximité, pour ceux qui ont regardé le débat l'an dernier, qui confirment leur efficacité, mais comme on manque un peu de temps, on va résumer un petit peu. Dominique, toutes les actions que vous menez en proximité sur votre commune, avec vos voisins, un climat plutôt apaisé. François, la fête de l'agriculture en Sud-Vendée, où finalement on voit qu'on peut agir en proximité. Et Eddy, quand on avait préparé, vous m'aviez confirmé que ces actions en proximité étaient efficaces. Donc c'est un des leviers qu'on peut activer. On l'a vu largement l'an dernier, donc on va peut-être essayer d'être sur d'autres thèmes cette année, en complément, parce que je vois le temps qui passe assez vite. Sur la forme des messages, finalement, pareil, est-ce qu'il faut faire du rentre-dedans, François ? Parce qu'on a dit tout à l'heure, on a peut-être du buzz, Eddy nous disait, mais sur le long terme, ça ne marche pas trop. Vous en pensez quoi ? Non, le rentre-dedans, ça ne fonctionne pas parce que, on en a déjà parlé tout à l'heure, dès que c'est agressif, excessif, les résultats sont limités. Je pense qu'on est un certain nombre aujourd'hui à être plutôt dans la bienveillance plutôt que dans le rentre-dedans et dans l'explication, dans la transparence. Et puis il s'avère que c'est tout aussi efficace. Et en tout cas, on se donne pas en tout cas l'occasion d'être agressé, parce qu'on a souvent ce qu'on mérite. Donc si on devient agressif, eh bien on a des propos agressifs ou des actions agressives derrière. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. C'est ce que j'allais dire, c'est pas Moumou pour autant. Non, on est bien d'accord. Malgré tout, sur le fond et sur la forme, quand on reste ferme et droit dans nos bottes et et sur la forme, quand on y met une certaine forme de bienveillance, encore une fois, de positivisme, on a tout de suite beaucoup plus d'écoute. Et je trouve que les lignes bougent un petit peu, sans penser qu'elles bougent beaucoup, mais je pense que les lignes bougent un petit peu comme ça veut dire qu'on a un retour positif. Bon, on le voit bien en proximité dans nos cellules familiales, par exemple dans nos repas de famille, si ça devient agressif, on ne s'entend plus, alors que si on persiste et à expliquer de façon positive, c'est un travail à long terme, de longue haleine, sur le long terme, mais ça s'avère payant, quoi. Ça s'avère payant, on se dit, tiens, tu m'avais dit ça, oui, plutôt que de se fâcher ou de s'engueuler, et puis de dire, en fin de compte, chacun reste sur ses positions. Donc, oui, je pense qu'il faut rester calme, ouais. Dominique, donc on a vu la forme. Vous êtes quoi ? Plutôt médias traditionnels ou réseaux sociaux ? Un peu réseaux sociaux. Un peu. Ouais. Voilà, j'ai ma page Facebook, La Ferme de Carmarien, où j'essaie de communiquer un peu sur notre quotidien. Quand je pense que, c'est vrai, les médias sociaux, moi, je me suis rendu compte les réseaux sociaux, je me suis rendu compte de la force que ça peut avoir suite à la vidéo que vous avez vue que j'ai postée là. Et c'était assez impressionnant de voir à la vitesse où ça a été liké et puis tous les commentaires positifs qu'on a pu recevoir suite à cette vidéo-là, qu'on a eu un soutien assez incroyable auquel je ne m'y attendais absolument pas. Et ça nous a fait du bien. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que une vidéo où il y a de l'émotion qui transparaît, et là ça marche à fond les ballons, quoi. Alors du coup on essaye de quand on veut communiquer, je pense que l'émotion c'est important, mais on peut pas toujours l'émotion c'est pas toujours facile
à transmettre, mais voilà, c'est quand même un point important. Après, il faut rester positif et voilà, en toute transparence. On est ce qu'on est, nous les agriculteurs, et je pense que tant qu'on on explique simplement tout ce que l'on fait, ça marche super bien. Et dans le voisinage, c'est hyper important déjà d'arriver, moi je dis, à cultiver notre voisinage. Moi, je cultive mon voisinage chaque jour. Dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui ne va pas, il faut tout de suite aller voir le voisin, lui expliquer, et puis tout se passe bien. Ça, c'est hyper important. Et puis après, voilà, on essaye d'aller un peu plus loin. Et puis, si on peut avoir accès au national, eh ben, on essaye. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais il ne faut pas désespérer. J'espère qu'un jour, on aura quand même... parce que faut vous imaginer la quantité d'images qu'ils ont pu tourner en 4 jours, là, chez nous. Ils nous les montraient tous les soirs. C'était magnifique. Franchement, les images qu'ils ont tournées en élevage de porc, mais je trouvais ça génial. Donc moi, j'y croyais. J'y croyais que ça allait être... enfin, on allait avoir un reportage objectif sur l'élevage de porc. Je dis pas qu'il faut encenser l'élevage de porc, etc., mais un reportage objectif. Avec les images qu'il y avait, il y avait moyen de faire un truc vraiment super chouette, quoi. Et ben non, ils n'ont pas réussi. Bon, on a compris. Vous avez pris le parti plutôt des réseaux sociaux par rapport à cette déception dans les médias plutôt traditionnels. Eddy, c'est quoi le risque sur les réseaux sociaux qu'il y a? Enfin, on voit tous ce média qui est privilégié, par exemple par Dominique, par rapport aux médias plus traditionnels, télé, radio. Alors, pour répondre, et puis je répondrai à cette question, mais effectivement, je pense qu'il faut articuler la riposte vis-à-vis d'un certain nombre de contre-vérités qui sont dites dans des reportages ou par des associations. Donc ça, c'est effectivement via des médias traditionnels ou les réseaux sociaux, et puis la communication dite plutôt positive en direction du grand public qui se pose des questions sur tel ou tel aspect de l'élevage ou de l'agriculture en général. Donc c'est une articulation. Je dirais le média va avec la cible et la nature du message. Alors, sur les risques par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être un élément pour reprendre confiance, c'est ce que Dominique racontait, pour retrouver une dignité aussi par rapport à un certain nombre de critiques systématiques que l'on entend dans l'espace public, mais ça peut être effectivement aussi très dangereux, surtout en ce qui concerne le monde de l'élevage, où une fausse route, un terme, moi je vous avais raconté, j'avais fait un tweet, j'avais mis 3 petits points, ça a été terrible, j'ai été obligé d'annuler le tweet, c'est arrivé, il y a une sorte de prêtresse écoféministe, antispéciste qui a récupéré le truc, il l'a jeté aux fauves. Ils sont véganes, mais ils sont fauves aussi. Et ça a été terrible, quoi. On ne reparle pas du tweet. Non, mais c'était juste un tweet pour... Donc 3 petits points qui laissaient à penser, donc interprétation et donc réaction très violente. Et ça a été d'une violence terrible. Et résultat, depuis ce moment-là, je fais de l'eau tiède. Déjà, je fais de l'eau tiède quand je parle des véganes dans l'espace public, mais alors sur Twitter, parce qu'effectivement... pour ce groupe, et je sais qu'il y a dans la salle certains qui y vont, ils ont bien du courage, parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Et ça ne concerne pas uniquement les arguments. C'est-à-dire qu'on jugeait ma fonction, ma photo, etc. Enfin, c'était un lynchage numérique. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant, et ça peut être violent. Donc là, on a vu finalement les actions en proximité qui confirment leur efficacité. Toutes les personnes sur le plateau l'ont dit pour certains l'an dernier, confirmé cette année, donc que ce soit sur le plan politique, tu le disais François, mais aussi action ferme où finalement on ouvre ses portes, ce que vous disiez tout à l'heure Dominique. Donc ça, c'est quelque chose qui est confirmé. Réseaux sociaux, oui, comme alternative aux médias traditionnels, mais attention, les petits points, les photos, la personnalisation, le style pas trop violent, comme nous dit François, qui selon lui est plus productif. La question que je voulais vous poser, c'est à Dominique et à Guillaume, pour qu'il y ait un peu de temps pour les questions, c'est quel bilan vous tirez des 2 actions? Parce qu'on en tire plus de positif que de négatif.
Donc c'est vrai que quand on subit ça, il ne faut pas forcément le prendre pour soi. Donc déjà, il faut accepter les choses, se dire que c'est pas forcément nous qui sommes visés et que c'est l'élevage en général. Donc il faut se détacher un peu de ça. Et après, au fur et à mesure, quand on voit les soutiens, les messages de sympathie, on se dit que c'est pas nous qui sommes en tort et qu'on a pleine légitimité à faire ce qu'on fait. Et après, c'est sûr que moi, j'étais pas forcément j'avais pas forcément trop été dans les médias ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que on se découvre pas d'autres passions, mais on grandit le fait de répondre à des questions ou de voir qu'on peut avoir une légitimité à dire certaines choses. Et c'est vrai que on grandit avec ce genre d'action, quoi. Donc au final, il y a plus de positifs que de négatifs. Merci Guillaume, ça fait plaisir à entendre. Dominique, vous donc fort de cette expérience avec un média donc public, qu'est-ce que vous en retenez ? Mais je rejoins assez facilement Guillaume dans le sens où, sur le coup, quand il y a eu la diffusion de l'émission, mon mari lui-même ne l'a même pas regardé parce que ça l'a saoulé. Bref, moi j'ai quand même regardé, c'était pas facile. Mais une fois qu'on a fait notre petit coup de gueule sur les réseaux sociaux et qu'on a vu tous les messages de soutien qu'on a eu, parce qu'on a eu très peu de messages à notre encontre, ça fait du bien et on se dit, ça a peut-être servi à quelque chose quand même, malgré tout, d'être paru dans cette émission-là, pour montrer un petit peu les médias nationaux, ils sont étroits d'esprit un petit peu, quoi, dans le sens où ils veulent traiter d'un sujet, ils utilisent... le scénario était ficelé d'avance, ils nous ont menti, et voilà, quoi, ils respectent pas du tout ce qu'on leur a présenté. Et moi, je garde une conviction, c'est que je suis quasi sûre que la journaliste qui est venue chez nous, elle est absolument convaincue par notre système de production, qu'elle a absolument tout compris, comment on travaillait et qu'elle était en accord avec nous, mais elle avait une autre commande et elle a répondu à cette commande-là. Mais je trouve ça déplorable, quoi. Bon. Mais quand même un message positif finalement, des messages très positifs suite à la vidéo sur Facebook. Là, de ce côté-là, on a eu vraiment... Et puis, et régulièrement encore, il y a plein de gens qui... maintenant, ma tête est connue, quoi. Donc, vous avez la chance de croiser Dominique Gauthier. Ouais, non, mais des fois, ça fait bizarre. On vous connaît, ça, bravo, c'est super ce que vous avez fait, félicitations. Vraiment, on sent que... on a osé répondre et on sent que le monde agricole il est bienveillant vis-à-vis de nous du fait qu'on a osé répondre, quoi. Ce qu'on a vu aussi tout le long des présentations ce matin, c'est qu'il y a une grosse différence, et Eddy le rappelait pour le parti animaliste, entre les gens qui vivent en zone rurale et les gens qui sont citoyens de grandes villes, habitants de grandes villes, pardon, vraiment une perception très différente. Ce que disait Caroline aussi, finalement, les gens qui habitent en proximité, il y a des emplois qui sont liés, et on n'a pas du tout le même ressenti de la part de nos voisins, en tout cas des gens en zone rurale. François, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux, des médias nationaux, mais effectivement, là, ça s'est pas très bien passé, mais je voulais aussi dire qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même panier non plus, parce que on voit que tous les exemples qu'on a cités, c'était un petit peu, ça se tournait mal, mais à l'inverse, moi j'ai plusieurs expériences, en fait, que grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos actions, grâce à notre communication, eh bien, on est interpellé aussi par les médias, certains médias nationaux, certains journalistes, avec lesquels on n'avait pas avant de contact, mais ils nous regardent sur Twitter, sur Facebook ou autre, et ils disent tiens, ces petites vidéos là de 2 minutes positives qui sont ou des plus longues vidéos, qui disent tiens, ils prennent le temps d'être transparents, ils expliquent. Alors les journalistes qui ont vraiment envie de faire de l'investigation et qui ont envie de ne pas tomber dans ce qui peut être commandité ou dans les fake news, aujourd'hui, grâce à ces moyens-là, ils savent vers qui appeler. Et moi j'ai été plusieurs fois contacté par des gens bienveillants, des journalistes bienveillants sur des médias nationaux, où ils disent écoute, là on a envie de comprendre,
pour la partie, par exemple, qui me concerne sur le glyphosate, parce que c'est pas triste non plus sur ce sujet, et ça ne le sera pas dans quelques mois non plus, pendant la campagne. Eh bien, c'est des gens qui ont envie de savoir, de comprendre, et le fait d'être sur les réseaux, déjà, ils savent qui ils peuvent appeler, et puis ils font la part des choses, ils appellent plusieurs personnes, ils font la part des choses. C'est vraiment du journalisme d'investigation qui ont envie de comprendre et de bien retransmettre ce qui se passe sur le terrain, quoi. Donc il y en a. Ce que je voulais quand même rajouter. Merci François. Ce n'était pas un débat à charge contre les journalistes, qu'on soit bien clair. Eddy, peut-être le mot de la fin par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport finalement aux thématiques qui ressortent. C'est quoi votre message finalement pour un peu clôturer avant la session de questions-réponses? Alors moi, sur la question de l'élevage, on est au space quand même. Oui, effectivement, moi, lorsqu'on en a discuté pour préparer cette conférence, ce que je disais, c'est que quelquefois, j'ai l'impression qu'une partie du monde agricole est un peu trop focalisée sur L214 ou sur cette question des intrusions. Et je comprends très bien, moi je viens d'une famille d'éleveurs, donc je sais très bien ce que sont les intrusions. Nous, c'est plutôt des loups qui rentrent chez nous que des antispécistes. Les patous, c'est très bien pour lutter contre les antispécistes. Mais plus sérieusement, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ces sujets-là et voir qu'il y a beaucoup de risques et de menaces par rapport à l'élevage qui vont bien au-delà de ça. Effectivement, quand l'ANSES ou le PNNS dit qu'il faut manger 150 grammes de charcuterie par semaine, maximum, c'est 3 tranches de jambon. Ça, c'est pas L214 et ça pose des questions. On est en Bretagne. Lorsque, effectivement, vous voyez que Nestlé, que les géants de la restauration rapide ou que Tyson Food misent sur les substituts de viande, ça pose un certain nombre de questions. Et les GAFA. Sans parler de Bill Gates ou autres, quand le GIEC, le 9 août dernier, publie un rapport en disant la priorité, c'est lutter contre le méthane, les émissions de méthane. Bon, tout ça fait que, effectivement, ne regardons pas uniquement L214 ou les débats qui peuvent exister sur les réseaux sociaux. Il y a des enjeux autour de la question de la production et de la consommation de viande qui sont très importants. Et je pense que dans les messages de communication, c'est à ça qu'il faut répondre, à ces inquiétudes-là, sur est-ce que quand on produit de la viande, c'est mauvais pour le climat, c'est mauvais pour l'environnement, c'est les 15 000 litres d'eau, ou ça c'est une fake news. Et de l'autre côté, est-ce que quand je mange de la viande rouge, je vais avoir un cancer pour aller vite? Et c'est ça que l'interprofession, Interbev le fait très bien, et les agriculteurs à un échelon plus local ou plus humain doivent répondre en priorité parce que L214, c'est vraiment l'arbre pour moi qui cache la forêt de ce qui se profile pour l'élevage. J'ai vu des chiffres là, des simulations. En 2040, certains disent qu'il y aura 40% de viande conventionnelle et le reste, ça sera de la viande artificielle et même avec des cellules souches. Alors, on peut se dire, oui, ça passera jamais, mais juste, je terminerai par ça. Dans les années 50, on a introduit le poisson pané aux États-Unis et tout le monde a dit, ça marchera jamais. Parce qu'on ne mangeait pas de poisson aux États-Unis le temps que le poisson frais arrive. Et ça a révolutionné le marché du poisson. Et aujourd'hui, on mange principalement du poisson pané. Donc, les substituts de viande, on va en trouver chez McDo. On va en trouver. Et il n'y a pas que des véganes en France. Le succès de Otakos montre que. Voilà. Et donc, il y a un tsunami qui arrive. Et c'est certainement beaucoup plus. Une préoccupation beaucoup plus importante auquel il faut répondre par des actions de communication que la simple question des débats lancés par L214 ou d'autres organisations. Merci Eddy. Ne nous trompons pas de thématique sur le débat. Donc, on arrive à la session des questions-réponses. Si vous en avez, oui. Alors, monsieur, au fond, oui, vous avez une question. Et monsieur Gaudin, je crois que vous aurez une remarque ou une question juste après. OK. Et pareil. OK, on va voir. On va se laisser une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Oui, le monsieur au fond. Rapide. Oui, juste un petit témoignage. Oui. Juste. Donc, je représente ici La Vache Heureuse. Ils sont présents Hall 4, stand D90. La Vache Heureuse, c'est un collectif d'agriculteurs et qui, spontanément,
se sont dit, face aux attaques sur l'élevage, comment répondre. Et bien entendu, on est tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut lutter contre, comme on l'a dit à plusieurs reprises, notamment contre les incivilités, mais comme on l'a dit aussi à plusieurs reprises, nous sommes tout à fait partisans du fait qu'il faut agir pour. Et agir pour, eh bien, on a trouvé ce moyen-là. Et comme c'est très difficile de faire écrire par les autres ce que nous faisons, comme l'a dit tout à l'heure Eddy, ou bien comme en témoigne Dominique, ben nous l'avons écrit nous-mêmes. Hein. Et donc, comme l'a dit aussi Dominique, c'est parfois très difficile d'expliquer ce que font les agriculteurs. Vous avez parlé de complexité. Et l'objectif de ce petit livre, c'est que les agriculteurs, par leurs pratiques réelles, donnent à expliquer ce qu'ils font réellement et comment s'enchaînent toutes les choses complexes de l'analyse du sol, des micro-organismes du sol, des vers de terre, de la plante, de l'animal, de la méthanisation, de la consommation humaine et aussi de la santé de la planète. Tout ça s'enchaîne et ce n'est pas très facile à expliquer. Les agriculteurs l'ont fait. Et donc, d'une part, il faut expliquer, et d'autre part, il faut se faire comprendre. Or, comme vous l'avez indiqué vous-même, beaucoup de grands médias qui ont des fortes parts d'audience, et même parfois des médias de très très grande qualité, sur ces domaines-là, font des communications qui sont stupides, erronées. Et donc, nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce petit livre, que ces intervenants de très grande importance puissent réfléchir et comprendre d'abord, avant de communiquer des points de vue qui ne sont pas justes. Merci. Donc, on voit là le témoignage de quelqu'un qui dit, voilà, des mots simples, et autant, plutôt que de le faire par d'autres, ce que disait Caroline aussi, hein, plutôt que d'attendre que le message soit porté par d'autres, autant qu'on le fasse nous-mêmes. Je crois que oui, il y avait le monsieur là-bas, et je crois qu'il y avait une main là-bas aussi, et ce seront peut-être les dernières questions, on va voir. Je décale parce que sinon vous n'allez pas me voir. Olivier Damézin, député du Lot-et-Garonne. Donc c'était bien, les leçons politiques, c'était assez intéressant. Mais je vais vous en donner une quand même, ce qui est intéressant, parce que j'ai entendu des contre-vérités. Par rapport à la présence des politiques, en juillet 2020, il y avait les passations entre les changements de ministres de l'Agriculture et de l'Environnement. Et moi, je suis là aujourd'hui, et donc j'étais présent au ministère de l'Agriculture. Et j'étais le seul, hormis que j'ai réussi à attraper mon voisin qui était de bureau de l'Assemblée, qui est agriculteur. Et donc on était deux au ministère de l'Agriculture pour la passation entre les deux ministres. Alors qu'il y a 577 députés et plus de 300 sénateurs. Et je vous dis qu'au ministère de l'Environnement, le même jour, à la même heure, ils étaient plus de 60. Tout bord confondu, hein, monsieur. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure pour M. Chirac, quand même, M. Chirac, à l'époque, par rapport à l'agribashing, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc je pense que M. Chirac, maintenant, ici, il aurait le même problème que l'on a, je pense. Ça, c'était une première chose. Et par rapport aux normes, par rapport à tout ce qui est réglementaire, en fin de compte, le gouvernement Édouard Philippe a mis en place, pour mettre une norme en place, excusez-moi, on en supprime 2. Donc en fin de compte, le temps passe, mais on a de moins en moins de normes. Mais c'est très difficile à voir, parce que quand une norme elle arrive, elle est toujours désagréable. Mais bien souvent, on sait bien, d'ailleurs on l'a vécu dans l'agriculture, il n'y a pas si longtemps, une grande personnalité qui est décédée, et on sait que l'accident, ça peut toujours arriver, et ça arrive toujours, donc c'est bien les normes, ça rend service aussi. Même moi qui suis issu du monde de l'agriculture, hein, j'ai mon frère qui est agriculteur, mon fils est agriculteur, ma famille sont des agriculteurs, donc je berce là-dedans, j'habite dans un village de 145 habitants, mais je ne suis pas agriculteur. Mais par contre, je défends la cause des agriculteurs. J'ai une mission du Premier ministre sur le mal-être et le suicide agricole. C'est pour ça que j'ai voulu être présent aujourd'hui. Et pour en arriver juste à des petites pistes, moi, je crois, je dirais, par rapport à la question, pas par rapport à ma mission, par rapport à la question, je pense qu'il faut vraiment ouvrir. Et j'en ai parlé avec Madame la Présidente, Christiane Lambert, on en a parlé, il faut vraiment ouvrir les fermes. Parce qu'on a un problème, c'est que moi, j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Et on a sauté une génération. Mon frère y est revenu, mon fils y va. Mais ça va, je suis toujours dans l'agriculture, mais quelqu'un comme moi, et si vous voulez, je vais raccourcir et je terminerai là, justement. J'avais d'autres choses, mais je terminerai là. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir les fermes au maximum, et l'éducation nationale a son travail aussi à faire là-dedans. Madame Lambert sait de quoi je parle. Lors de l'audition pendant ma mission, il y avait dans un livret scolaire, hein, vous me l'aviez montré, j'ai toujours pas reçu d'ailleurs, l'original. Je la fais vite, mais je pense que en Bretagne, ça va être vraiment parlant. Il y avait une porcherie qui était dessinée, il y avait un tuyau qui descendait et qui allait jeter dans la mer. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants en France. Donc voilà. Donc il y a les politiques, mais il y a aussi l'éducation nationale qui doit faire son travail et l'agriculteur qui doit faire son travail, s'ouvrir, expliquer à des gens qui ne connaissent plus l'agriculture. Depuis plusieurs générations, ils n'ont plus d'agriculteurs dans leur famille. Et ça, c'est l'un des gros problèmes, je pense. Voilà, je m'excuse parce qu'un politique, ça parle toujours.
Merci beaucoup. Alors attendez, il y a beaucoup de questions. Il y a Madame Lambert. Tiens, allez, le micro est là-bas. Madame Christiane Lambert. Merci beaucoup. Je vous l'enverrai, promis. J'en ai plein d'autres depuis, j'en ai 3 dans mon Il y a des bureau. règlements de compte en direct, vous vous rendez compte? Non. Merci pour le débat. J'ai trouvé le thème intéressant. Je suis venue. On entend des choses très intéressantes. Les agriculteurs qui témoignent sont courageux parce que quand on a vécu ça, on est marqué. On voit que l'aspect psychologique est très important et le fait d'en parler devant tout le monde fait du bien. Déjà d'en parler à ses voisins, ça fait du bien. Donc merci de l'avoir dit. Il y a énormément d'initiatives qui existent, qui sont méconnues. Par exemple, les fermes ouvertes, ça existe depuis 30 ans. On ciblait les scolaires. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a Agri Demain, il y a les France Agri-Twittos, il y a plein d'initiatives qui existent. Il y a Agriculteurs de Bretagne, il y a beaucoup d'initiatives. Mais on n'est pas assez nombreux pour le faire, il faut le faire beaucoup plus. Il faut aussi ouvrir nos industries, je l'ai dit hier aux industriels, privés et coopératifs. Les Français ont des doutes sur les produits, ouvrons aussi sur les produits. Parfois, il y a des remises en question à la fois des élevages et de la façon de transformer les produits. Il faut agir dans tout domaine. Il faut communiquer, oui. Il faut faire du lobbying vis-à-vis des politiques, parce que d'autres ne se gênent pas. Il faut agir sur le même terrain que les ONG, les réseaux sociaux, où ils sont très puissants, mais où ils ont des communautés plus fidèles que les nôtres. Nous sommes 200 000 agriculteurs. Nous sommes 430 000 agriculteurs. Si la moitié était sur les réseaux sociaux, un tweet fait 200 000. On sait que les journalistes des grands médias nationaux, ils choisissent les actualités par rapport au buzz. Et Diffugé l'a un peu dit. Ils déroulent le fil Twitter le matin. Qu'est-ce qui buzz? Tant qu'on y va. Eh bien, si on était capable de faire buzzer un truc le matin ou un truc par semaine, ils s'intéresseraient davantage à nos sujets et on pourrait faire du buzz positif. Alors, il faut de la communication, il faut aussi du juridique. Nous, quand on a poussé la gendarmerie nationale à écouter plus les agriculteurs et à recevoir les plaintes et à inciter à porter plainte, quand on a demandé la mise en place de la cellule Déméter, qui a été mise en place au Finistère d'ailleurs par M. Castaner, c'est qu'on peut enregistrer, parce qu'on avait une montée en puissance. C'était 40, 160, 400. Bon, 220, ils étaient confinés, ils sont moins sortis. Donc les vrais chiffres, ça sera ceux de 2021 que l'on attend. Mais dire aussi qu'on a des victoires sur ce sujet. DXE, encore hier, en cour d'appel de Rennes, a été condamné. Il y a un autre appel qui est jugé lundi pour une intrusion dans un élevage de lapins, cette fois. Hier, c'était dans un élevage de poules. Donc il ne faut pas hésiter à porter plainte. Puis quand on a rencontré Gérald Darmanin, parce que la FNSEA joue son rôle aussi de lobby et aurait tort de s'en priver, de toute façon, on est accusé d'être lobby, donc tant qu'à faire, autant l'être. Quand on a rencontré Gérald Darmanin, il a dit que quand une association est condamnée, elle ne pourra pas bénéficier de l'abattement fiscal en cas de don, c'est-à-dire être reconnue d'utilité publique. Parce que beaucoup d'entre elles sont reconnues d'utilité publique. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire passer aussi pour l'instituer, parce que Bercy ne décide pas et ne décidera pas de retirer la reconnaissance d'intérêt général. Puis, tout dernier point, il y a eu 6 projets de loi déposés pour durcir la protection des animaux d'élevage. Il y a même eu des velléités de créer un défenseur des droits des animaux. Donc le défenseur des droits humains a déjà du boulot et ne fait pas tout. Donc là, certains voudraient créer un défenseur des droits humains. Et ce n'est pas une question de gauche ou droite. Bon, quand je regarde il y a des militants LR, il y a des élus LR aujourd'hui, donc ça fait référence à ce que vous avez dit par rapport à Jacques Chirac. Je confirme effectivement que les réseaux sociaux n'existaient pas, mais sinon ces petites phrases auraient été bien reprises quand même. Ce sont les réseaux sociaux qui créent l'emballement que vous évoquez aujourd'hui. Monsieur Diard, je suis désolée, je le cite, il est des Bouches-du-Rhône, c'est un des plus véhéments aujourd'hui sur le sujet, il est LR. Et je peux dire qu'il est soutien fort d'Hugo Clément, que vous connaissez, qui se veut le nouveau Hulot alors qu'il n'en a pas le quart de la moitié de la compétence, et de l'aura et du charisme. Ça c'est dit aussi. Voilà, mais n'empêche que voilà, il y a des relais qu'il faut quand même écouter. Donc nous, ne nous privons pas aussi de trouver des porte-paroles. Les courageux ne sont pas légion, mais il en existe. Et sur tous ces terrains-là, il faut agir et nous y sommes. Mais agriculteurs, techniciens, vétos, relais, il y a des vétos qui parlent remarquablement bien sur les réseaux sociaux, il y a des agriculteurs qui parlent remarquablement bien. Ne baissons pas les bras, mais ils ne reculeront pas. Et avec la campagne électorale, évidemment, ils vont être plus visibles encore. Et quand on a eu la rivalité entre les Verts, le nombre de fake news que ça a produit, ça nous promet des jours difficiles dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 2 questions courtes, réponses courtes, parce que là, on est déjà un peu en retard et je sais qu'il y a des gens qui ont des contraintes derrière. Donc, s'il vous plaît, questions courtes et à nos invités, réponses courtes. Monsieur aussi au fond. Non, c'est bon? Okay. Merci pour cette conférence. Alors voilà, donc on parlait d'enseignement tout à l'heure. Je suis enseignant dans un lycée agricole. Donc, voilà, on se pose la question de comment transmettre un message à nos élèves. Et alors la question que je me pose, c'est est-ce que la communication, est-ce que ça suffira? Parce que
On peut communiquer tout ce qu'on veut face à un militant. S'il est convaincu du contraire, il n'écoutera pas. Ouais. Donc, est-ce que la communication, Suffit. ça sera suffisant pour faire cesser Qui veut répondre? les attaques? Oui, Eddy? Encore une fois, il faut articuler la cible, le message et l'outil qui permet de diffuser ce message. Et effectivement, même s'il y a eu des cas de végétariens qui ont visité des fermes, notamment en élevage extensif en montagne, et qui sont mis à manger de la viande, là, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de convaincre un antispéciste de manger une entrecôte. Donc là, c'est, je dirais, peine perdue. Là, par rapport à ce genre d'individus, c'est plutôt lutter contre les fake news. Là, on n'est pas sur de la communication de type information pédagogique qui s'adresse à un grand public. Prenons un cas très concret, des parents qui vont avoir un bébé qui se posent des questions, en général c'est à ce moment-là que ça arrive, qui se posent des questions sur leur alimentation et qui se demandent s'ils doivent manger plus ou moins de viande, etc. etc. Et c'est là que la communication notamment d'agriculteurs me paraît importante. Mais convaincre un anti de changer d'avis, c'est impossible. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas uniquement des antispécistes, des écologistes. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les conservateurs, même s'ils ont dit une culture scientifique, on n'arrivera pas à les convaincre sur le changement climatique parce que leur vision des choses est trop ancrée. Merci. Bonjour, on parlait d'éducation, moi je suis étudiant en master, donc ça tombe bien. Et sur quasiment le même sujet, est-ce que finalement le monde agricole aujourd'hui, il paye un peu certaines campagnes coup de poing qui avaient été faites il y a des années? Je pense à peut-être José Bové, je pense au démontage sur les autoroutes et au blocage, au déversage de fumier sur les préfectures. Ouais, on va séparer peut-être les actions de José Bové, qui n'est pas tout à fait agriculteur. Mais c'est, je veux dire, et qui peuvent être assimilés D'accord. ici, on sait que non, mais est-ce qu'ailleurs ça peut aussi jouer? Est-ce que les actions violentes menées par le monde agricole, finalement, n'ont pas eu un effet négatif, c'est ça? Assimilé au monde agricole. Voilà. Toujours pareil, c'est pas tout à fait assimilé, mais c'est pas grave. Le monde agricole, puisque c'est un militant écologiste, quand même, avant tout. Donc, votre question, c'est est-ce que ces actions du secteur agricole un peu violentes du passé n'ont pas eu un effet contre-productif ou terni l'image? Et aujourd'hui, on en paye un peu. On en paye les conséquences. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Qui veut répondre? Est-ce qu'on paye la violence passée du secteur agricole? Non, franchement, je ne pense pas parce que effectivement, comme dans toute manifestation, il peut y avoir des dérapages, mais ça, c'est pratique courante et ça n'a jamais été contre-productif. Alors peut-être que sur le coup, oui, mais de toute façon, pour se faire entendre, on sait des fois qu'il faut taper fort. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Et il faut balayer des choses qui sont peut-être passées. Mais à un moment donné, regardons ce qui est fait maintenant. Et les démarches sont complètement différentes. On a envie de communiquer. On le fait beaucoup plus positivement. Tout ce qui a été cité par les associations agricoles, para-agricoles, parce qu'il y a aussi beaucoup de para-agricoles qui commentent, qui expliquent, qui font de la transparence. Non, je pense que ça, faut l'oublier. Bon, voilà. Non. Donc voilà, donc changement de posture, donc une posture plus positive. Ce qui s'est passé, c'est passé, mais là aujourd'hui, on a vu des propos plutôt modérés, une somme d'actions dans des registres très différents, donc dans un style effectivement très différent de ce qui a pu se passer auparavant, effectivement dans certaines régions. On va s'arrêter là, on manque de temps, par respect aussi pour votre journée, le temps et puis des gens qui ont des contraintes.